Nous sommes en juillet 1947, au Nouveau-Mexique. Un fermier découvre des débris étalés un peu partout dans son champ. Intrigué, il alerte les autorités. En moins de 24 heures, l'armée américaine fait une déclaration qui va secouer le monde entier. Elle a repéré une soucoupe volante. Rapidement, elle change de discours et annonce finalement qu'il ne s'agissait que d'un simple ballon sonde. Le major Jesse Marcel, officier de renseignement envoyé sur les lieux au moment de la découverte, n'a jamais oublié ce qu'il a vu ce jour-là. Forcé au silence pendant plus de 30 ans, il en est certain, les débris retrouvés à Roswell n'étaient en rien d'origine humaine. En 1994, l'armée finit par livrer une nouvelle version officielle de l'événement. Il s'agissait en réalité des restes d'un appareil déployé dans le cadre d'un projet top secret qu'elle n'aurait pas pu révéler à l'époque. Les documents relatifs à ce programme, restés classifiés pendant plus de 30 ans, n'ont été rendus publics qu'après des décennies de silence. En 2015, la découverte de photographies montrant le corps d'un extraterrestre relance le débat. Aujourd'hui, même l'ex-président des États-Unis, Barack Obama, admet publiquement l'existence de phénomènes aériens que ni les services de renseignement ni l'armée ne parviennent à expliquer. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé en 1947 à Roswell ? Eh bien aujourd'hui les amis, je vous emmène à la rencontre de l'histoire d'un ovni qui pourrait bien cacher la plus grande opération de dissimulation gouvernementale de toute l'histoire américaine. Nous sommes donc début juillet 1947. Dans le désert aride du Nouveau-Mexique, les orages d'été grondent souvent à l'horizon. L'Amérique vit sous la tension grandissante de la guerre froide. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever, mais le spectre d'une confrontation avec l'Union soviétique commence à peser sur les esprits et nourrit une atmosphère de méfiance et d'inquiétude. Un climat de paranoïa s'installe dans tout le pays. Et le moindre événement inhabituel semble porteur de menaces. C'est aussi dans ce contexte que naîtront quelques années plus tard les premiers grands programmes secrets américains, comme le projet MK-Ultra, initié par la CIA pour explorer le contrôle mental. Au cœur de cette époque troublée, William Brazel, un fermier installé sur la propriété de Foster Ranch, fait une découverte inhabituelle. Entre le 3 et le 4 juillet, après une nuit d'orage, il aperçoit des fragments métalliques étranges éparpillés dans son champ. Légers, brillants et a priori très résistants, ces débris ne ressemblent à aucun matériau connu. Pourtant, celui que l'on surnomme Mac ne se précipite pas pour alerter les autorités. Ce n'est que plusieurs jours plus tard, le 7 juillet 1947, qu'il décide finalement de prévenir George Wilcox, shérif du comté de Claves, dont le bureau est situé à Roswell. Mac lui rapporte vaguement ses découvertes sans donner de date précise, ni plus de détails. À ce moment-là, personne ne se doute encore que ce champ perdu du Nouveau-Mexique va devenir le théâtre d'un des plus grands mystères du XXe siècle. Alerté à son tour par le shérif, l'armée ne tarde pas à intervenir. La base aérienne de Roswell dépêche l'un de ses officiers du renseignement sur place, le major Jesse Marcel. C'est un militaire d'expérience et son rôle à lui, c'est d'évaluer les découvertes sensibles pour l'armée. Et cette fois-ci, ce qu'il trouve va le laisser sans voix. En inspectant les lieux, il récupère plusieurs fragments et notamment ceux qui s'apparentent à un espèce de papier métallique résistant aux flammes et qui serait même capable de reprendre instantanément sa forme après avoir été froissé. Une propriété totalement inconnue à l'époque. Dès les premières heures, quelque chose semble échapper à toute explication rationnelle. Peut-être était-ce un ballon météo, mais les fragments récupérés correspondent absolument pas aux matériaux habituellement utilisés pour fabriquer les sondes en 1947. À l'époque pourtant, certains programmes militaires top secrets, notamment ceux destinés à détecter les essais nucléaires soviétiques, expérimentent déjà des ballons spéciaux équipés de dispositifs particuliers. Mais sur le terrain, ni le shérif, ni les témoins, ni même les premiers militaires envoyés sur place n'évoquent cette possibilité. Pour eux, ce qu'ils ont sous les yeux paraît tout simplement inexplicable, un mystère brut, qui va immédiatement nourrir toutes les spéculations. Le 8 juillet, la base aérienne de Roswell publie un communiqué officiel. Les nombreuses rumeurs concernant le disque volant sont devenues réalité hier lorsque le bureau de renseignement du 509e groupe de bombardement a eu la chance d'obtenir la possession d'une soucoupe grâce à la coopération d'un des éleveurs locaux pour la première fois. Une autorité militaire admet publiquement la récupération d'une soucoupe volante. Elle donne l'impression de confirmer l'extraordinaire et laisse entendre qu'une découverte sans précédent vient d'avoir lieu.
À l'époque, la confiance dans l'autorité militaire, elle est immense. Donc si l'armée confirmait un fait, c'était comme ça et pas autrement, il y avait une vraie valeur de vérité. Les journaux locaux s'emballent, à Roswell à travers tout le Nouveau-Mexique et puis dans le pays entier. L'annonce, elle fait l'effet d'une onde de choc. Le Roswell Daily Record titre à la une « L'armée capture une soucoupe volante dans un ranch de la région de Roswell ». Pourtant très vite, et sans raison apparente, l'attitude de l'armée change du tout au tout. En quelques heures, la communication se resserre brutalement. Les militaires reprennent la main sur le récit, verrouillent l'accès aux témoins et instaurent un contrôle total de l'information. D'un coup, tout ce qui ressemblait à une révélation devient une affaire presque étouffée. Les témoins directs, eux aussi, sont rapidement mis sous pression. Le shérif George Wilcox, premier contacté par Mac, confirme de son côté que les débris n'ont rien de normal. Il raconte que l'armée a très vite pris le contrôle de la situation et s'est immédiatement assurée d'empêcher l'accès aux civils et de verrouiller toute communication à ce sujet. Mac, en particulier, est longuement interrogé par les autorités militaires. Et après de longues heures enfermé dans les locaux de la base militaire de Roswell, il finit lui aussi par changer brutalement de version. L'homme, qui décrivait des matériaux étranges, brillants et indestructibles, commence désormais à parler de simples débris de caoutchouc, de bois et de papier d'aluminium. Les journalistes locaux, qui veulent comprendre ce soudain revirement de situation, ont énormément de mal à obtenir des informations, ou même à obtenir un rendez-vous avec lui après son passage sur la base militaire. Plusieurs témoins diront d'ailleurs que Mac n'était plus tout à fait le même après son interrogatoire. Plus réservé, plus nerveux, comme s'il pesait désormais chaque mot qu'il employait. Autour de lui, d'autres témoins sont discrètement rappelés à l'ordre. Le shérif George Wilcox lui-même reçoit des instructions strictes de ne plus évoquer l'affaire avec qui que ce soit. Tout doit désormais passer par les voies officielles. Et très vite, la communication, elle change. Moins de 24 heures après son premier communiqué explosif, la base de Roswell publie une rectification officielle, brève et sans appel. Ce n'était pas une soucoupe volante, ce n'était en réalité qu'un banal ballon météo écrasé. L'armée organise une conférence de presse en urgence pour appuyer ce nouveau discours. Elle y dévoile des photos qui seront ensuite diffusées dans la presse, sur lesquelles on y voit Jesse Marcel, le major qui avait récupéré les débris, posé devant des restes de ce qui s'apparente désormais à du papier aluminium froissé. Mac Brazel en profite pour prendre la parole publiquement. Son discours est désormais beaucoup plus prudent et donne l'impression d'être soigneusement encadré. Lui qui évoquait au départ des débris mystérieux se contente maintenant de décrire des matériaux sans intérêt. La version extraordinaire vient d'être brutalement écrasée sous une explication toute simple. Fin de l'histoire. Enfin, pas vraiment. Vous en doutez, sinon j'aurais pas vraiment eu grand-chose à vous raconter. Une nouvelle histoire de crash fait parler d'elle l'année suivante, ne faisant que renforcer la méfiance envers les récits officiels. En 1948, soit à peine un an après l'incident, le journaliste Frank Scully publie Behind the Flying Saucers, un livre où il dénonce publiquement que l'armée américaine aurait récupéré plusieurs disques volants écrasés ainsi que leur occupant. Selon lui, en 1948, dans la région d'Aztec au Nouveau-Mexique, 2 grands disques argentés se seraient écrasés dans le désert et une quinzaine d'occupants de très petite taille auraient été récupérés par l'armée. Beaucoup commencent à s'interroger et pour la première fois à Roswell et au-delà, le doute collectif s'installe. En septembre 1952, John Philip Kahn, journaliste au True Magazine, rédige un article intitulé « Les soucoupes volantes et les mystérieux petits hommes ». Intrigué par l'histoire de Frank Scully, il décide de mener sa propre enquête sur l'affaire d'Aztec. Il va rencontrer un certain Silas Newton pour vérifier ses affirmations. Ce dernier prétend être en possession d'un morceau du métal extraterrestre issu du crash. Après de nombreuses demandes pour en récupérer un échantillon, John réussit à en obtenir un et à le faire analyser. Le résultat est sans appel. Les morceaux récupérés ne sont que de l'aluminium, sans aucune propriété étrange. Au cours de cette enquête, John Kahn découvre aussi que Silas Newton et Leo G. Bauer ne sont pas des scientifiques reconnus. Silas est un homme d'affaires, oui, mais particulièrement douteux, impliqué dans plusieurs fraudes. Léo, quant à lui, n'est ni plus ni moins qu'un bricoleur sans diplôme scientifique. Une enquête du FBI, qui fera suite à une série de plaintes d'investisseurs, révélera que Silas Newton et Leo G. Bauer ne seraient que des escrocs qui auraient monté une arnaque basée sur de faux détecteurs de pétrole censés utiliser une technologie extraterrestre issue du crash.
Leur histoire de crash d'OVNI a en réalité été entièrement inventée pour donner de la crédibilité à leur escroquerie. Frank Scully n'a en réalité jamais enquêté lui-même sur les crashs qu'il décrit dans son livre. Il s'est appuyé uniquement sur des témoignages qui lui ont été rapportés et qui venaient surtout de Silas Newton et de Leo G. Bauer. L'écrivain devient malgré lui et aux yeux du monde l'auteur d'un best-seller mensonger, manipulé de bout en bout par deux escrocs qui ont tronqué la science pour le storytelling. Et à ce propos, on va faire un petit test. On va voir si moi aussi j'arrive à vous manipuler. Vous voyez ce bouton s'abonner en dessous de la vidéo ? Eh bien, cliquez dessus si vous aussi, vous voulez enfin réellement rentrer en communication avec les extraterrestres. Si, je vous jure, ça marche. Essayez, vous verrez, ils vont directement venir vous parler. Alors évidemment, pendant des décennies, ces histoires de crash extraterrestres restent marginales et ceux qui y croient sont souvent relégués au rang de farfelus, de rêveurs ou pire, de complotistes. Même au sein de la communauté ufologique, ces récits sont désormais perçus avec beaucoup de scepticisme. Mais à partir du début des années 1970, quelque chose change. D'anciens militaires liés de près ou de loin à l'incident commencent, non sans prudence, à parler. D'abord à voix basse, dans des cercles privés. Puis, au fil des années, leurs témoignages arrivent aux oreilles du grand public et ce qu'ils révèlent jette une lumière encore plus troublante sur les événements de 1947. Le plus problématique d'entre eux reste celui de Jesse Marcel. En 1978, plus de 30 ans après l'incident, il accepte de livrer publiquement sa version des faits dans une interview devenue célèbre, réalisée par Stanton Friedman, un ufologue réputé notamment pour la véracité de ses informations. Jesse affirme sans détour que les débris exhibés devant la presse n'étaient pas ceux qu'il avait récupérés sur le site du crash. Selon lui, les matériaux qu'il avait vus sur le site, ceux décrits par Mac Brazel avant son changement de version, étaient bien réels, mais ne ressemblant rien à ceux qui ont été exhibés lors de la conférence de presse. Et surtout, ils semblaient d'une origine manifestement inconnue. Et Jesse Marcel ne sera pas le seul à raviver les doutes. D'autres témoins militaires, aussi présents à Roswell en 1947, commenceront à livrer leurs propres confidences. On évoque des rumeurs persistantes autour d'autopsies de petits corps non humains à la base militaire. Le colonel William Blanchard, commandant de la base en 1947, aurait lui-même validé la diffusion du tout premier communiqué officiel parlant de disques volants avant d'être sèchement recadré par le Pentagone. Aucun de ces témoins directs, même des années plus tard, n'a reconnu dans les débris retrouvé la moindre ressemblance avec ceux utilisés pour un ballon météo ou un dispositif connu de l'époque. Beaucoup d'ailleurs racontent aussi qu'ils ont été obligés de signer des déclarations de confidentialité sous la menace. Certains militaires ont reçu des avertissements très clairs. Parler, c'est risquer de perdre leur pension militaire, voire même de faire face à de graves conséquences. Même leurs proches, femmes et enfants, auraient discrètement été mis en garde. Les officiers venaient leur dire de ne jamais poser de questions, de ne jamais parler à la presse. Si quelqu'un disait quelque chose, ces révélations pourraient bien avoir de graves conséquences pour la sécurité de toute la famille. L'ordre était simple. Ce qui s'était passé à Roswell devait rester enterré. Jesse Marcel lui-même restera silencieux pendant plus de 30 ans, rongé par le secret et la peur des représailles. Alors, lorsqu'en 1978 il accepte enfin de s'exprimer publiquement, son témoignage fait l'effet d'un coup de tonnerre. Selon lui, les débris qu'il a personnellement récupérés à Roswell n'étaient pas d'origine terrestre. Et son discours ne tombe pas dans l'indifférence. Car à cette époque, le climat a changé. Depuis la fin des années 60, l'intérêt pour les phénomènes aériens non identifiés ne cesse de grandir. Les États-Unis ont connu plusieurs vagues massives d'observations d'OVNI, documentées et relayées dans la presse. En 1969, un rapport scientifique majeur est publié, le rapport Condon, du nom du physicien Edward Condon. Commandé par l'US Air Force pour faire taire la polémique sur les ovnis, ce rapport conclut que les phénomènes observés ne représentent aucune menace pour la sécurité nationale et qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre les recherches. Officiellement, ça aurait dû clore le débat, mais au lieu de calmer les esprits, le rapport attise encore plus la méfiance. Beaucoup y voient une tentative maladroite d'étouffer la vérité. Dès lors, l'idée que le gouvernement cache des informations sensibles sur des phénomènes inexpliqués s'enracine dans l'imaginaire collectif. C'est dans ce flottement généralisé que le témoignage de Jesse Marcel trouve un terrain propice pour faire parler.
Et grâce à son témoignage, d'autres voix s'élèvent et viennent nourrir ce qui deviendra l'une des théories les plus célèbres de l'histoire moderne, celle d'un crash extraterrestre à Roswell. Stanton Friedman, qui est aussi un ancien physicien nucléaire, devenu enquêteur spécialisé dans les phénomènes aériens non identifiés, est le premier à faire le lien de manière publique. Après avoir interviewé Jesse Marcel, il relance l'affaire Roswell sous un nouveau jour. Et si ce que l'armée avait tenté d'étouffer en 1947 n'était pas un ballon-sonde, mais bien l'épave d'un vaisseau venu d'ailleurs. Sans jamais présenter de preuves matérielles définitives, Stanton Friedman assemble méthodiquement les pièces du puzzle. Il récupère les témoignages et les pressions subies par les témoins et leurs familles. Il met en évidence que ce qui s'est passé à Roswell en 1947 ne peut pas être réduit au simple accident de ballon météo. On ne fait pas taire les gens pour ça. Grâce à son enquête méticuleuse et à ses nombreuses interventions publiques, Stanton propulse Roswell au rang de symbole planétaire du mystère OVNI. Et au fil des témoignages, des livres et des regroupements, une conclusion saisissante s'impose peu à peu. L'armée aurait probablement étouffé l'affaire pour éviter une panique de masse. Dans le contexte d'extrême tension de la guerre froide, reconnaître l'existence d'une technologie incontrôlée aurait pu provoquer un chaos social difficilement maîtrisable. Et si une technologie venue d'ailleurs avait vraiment été récupérée, il était impératif de la garder secrète pour tenter de l'analyser, de la comprendre, et peut-être de l'utiliser à des fins militaires stratégiques grâce à la rétro-ingénierie. Et puis bon, soyons honnêtes, admettre qu'un objet inconnu ait pu traverser l'espace aérien américain sans être détecté ni maîtrisé aurait gravement entaché la confiance du public dans l'armée et les autorités. Pour ceux qui s'y intéressent, c'est limpide. Roswell est la première dissimulation organisée d'un contact avec une technologie non humaine. Pourtant, malgré ses soupçons croissants, l'affaire reste encore cantonnée au cercle de passionnés jusqu'en 1980. Cette année-là, tout bascule avec la publication du livre « L'incident de Roswell », coécrit par William Moore, ufologue, et Charles Berlitz, déjà célèbre pour ses best-sellers sur le triangle des Bermudes. C'est aussi cette année-là que le témoignage du major Jesse Marcel est mis en avant. Des ufologues décident de fouiller le passé et là, surprise, ils retrouvent le fameux communiqué de presse de l'armée daté du 8 juillet 1947, dans lequel, souvenez-vous, la base aérienne de Roswell annonce avoir récupéré une soucoupe volante sur la propriété d'un fermier. De mystérieux documents du Majestic 12, révélés en 1984, viennent encore renforcer l'idée d'une immense opération de camouflage. Ces documents affirment qu'après le crash de Roswell en 1947, le président Harry Truman aurait créé un groupe secret de 12 scientifiques, militaires et responsables gouvernementaux pour étudier les débris extraterrestres et les corps récupérés. L'hypothèse de l'existence de ce groupe est largement considérée comme faisant partie d'une théorie du complot et n'a jamais été confirmée par des preuves tangibles. Pendant près de 15 ans, Roswell continue de grandir dans l'imaginaire collectif. L'affaire va ainsi sortir du cadre des passionnés pour s'imposer auprès du grand public et s'inviter dans la culture populaire. Des journalistes indépendants, des auteurs spécialisés fouillent, cherchent, tentent de retrouver des documents classifiés, tous avec le même objectif, celui de comprendre ce qui a vraiment été découvert ce jour-là. Le mythe commence à s'emballer. On parle d'une dissimulation d'État et de cadavres extraterrestres cachés dans des bases secrètes. Face à la pression croissante, l'US Air Force finit par réagir. En 1994, près de 50 ans après les faits, elle publie un rapport officiel censé tout expliquer une bonne fois pour toutes. Selon ce document officiel, l'incident de Roswell ne serait pas lié à un vaisseau extraterrestre, mais à un programme militaire ultra secret baptisé le projet Mogul. Lancé à la fin des années 40, ce projet visait à détecter à très haute altitude les essais nucléaires soviétiques en pleine montée des tensions de la guerre froide. Pour ça, l'armée utilisait de vastes ballons-sondes gonflés à l'hélium, équipés de capteurs, de réflecteurs radars métalliques et de dispositifs d'enregistrement suspendus à des structures en bois léger. Ces ballons étaient accompagnés de longues guirlandes composées de papier aluminium, de baguettes de balsa et de ficelles, parfois décorées de rubans colorés servant à la stabilisation. Des matériaux qui, vus de loin ou hors contexte, pouvaient sembler inhabituels, voire inquiétants.
Selon les autorités, ce seraient ces éléments que Mac Brazel aurait découverts dans son champ et que Jesse Marcel aurait ensuite récupéré. L'aspect métallique, le côté souple, résistant au feu et les fameuses inscriptions étranges rapportées par les témoins ne seraient en fait que des effets d'optique, d'usure ou des décorations présentes sur les rubans adhésifs utilisés dans la fabrication artisanale des ballons. Rien de surnaturel donc, juste de l'ingénierie avancée pour son temps. À l'époque, l'armée n'aurait tout simplement pas pu révéler la nature réelle de l'objet récupéré sans compromettre un programme de surveillance stratégique qui était capital pour le pays à ce moment-là. Mais voilà, pour beaucoup, elle arrive trop tard et l'année suivante, en 1995, une bombe médiatique vient tout faire exploser. Cette année-là, un producteur britannique du nom de Ray Santilli affirme posséder un film historique qui pourrait tout changer. Il s'agirait des images authentiques de l'autopsie d'un extraterrestre réalisée en 1947, juste après le crash supposé de Roswell. Selon lui, la pellicule proviendrait d'un ancien caméraman militaire américain. Ray Santilli raconte qu'il aurait obtenu ces images par hasard quelques années plus tôt lors d'un voyage professionnel aux États-Unis, alors qu'il cherchait à acquérir de vieilles archives pour un projet sans rapport avec Roswell. Pour la première fois, il ne s'agirait plus seulement de témoignages ou de documents contestés, mais d'images filmées, supposées authentiques, montrant l'autopsie d'un être venu d'ailleurs. Sur la vidéo, on découvre un petit corps humanoïde allongé sur une table d'opération. Le corps paraît étrangement frêle, avec une grosse tête, des yeux globuleux et une blessure visible à la jambe. Pendant 17 minutes, des opérateurs vêtus de combinaisons blanches intégrales s'affairent autour de lui pour ouvrir le corps et en observer minutieusement l'intérieur. Dès sa diffusion, notamment sur la Fox TV aux États-Unis, la vidéo fait l'effet d'une déflagration. Ça choque, ça intrigue et surtout ça fascine. L'affaire ressurgit de plus belle dans la culture populaire. Dès sa diffusion, le public est frappé par la force des images. C'est pas courant de voir un corps étrange, des chirurgiens masqués, une ambiance clinique presque dérangeante. Pour beaucoup, c'est la pièce manquante du puzzle. Mais si l'affaire Roswell fascine autant, c'est peut-être aussi parce qu'elle réactive quelque chose de beaucoup plus ancien, puisque des phénomènes étranges dans le ciel existaient bien avant 1947. Certains récits remontent même à l'Antiquité. Dans ces récits, justement, on parle de boucliers ardents ou de globes de feu traversant les nuages. Les dessins mayas représentent des dieux venus du ciel et les hiéroglyphes égyptiens montrent des objets volants ou des êtres hybrides. Mais c'est surtout au XXe siècle qu'un tournant s'opère. Tout commence avec Kenneth Arnold, un pilote américain qui en juin 1947, donc quelques jours avant Roswell, affirme avoir vu 9 objets lumineux filés à très grande vitesse près du mont Rainier dans l'État de Washington. Il ne parle pas encore d'extraterrestres ni de soucoupes, mais décrit simplement une formation d'objets plates qui, je cite, volaient comme des soucoupes ricochant sur l'eau. Mais la presse, sur qui on peut compter pour flairer le bon titre, détourne légèrement ses propos. Sans le vouloir, elle vient de créer un terme qui deviendra mythique, celui des Flying Saucers, autrement dit, des soucoupes volantes. Le hasard fait que quelques semaines après, l'affaire Roswell éclate. Elle transforme l'OVNI en réalité possible, et l'idée même qu'un objet extraterrestre puisse s'écraser sur Terre devient crédible pour des millions de personnes. Ce qui n'était au départ qu'un incident local devient en quelques décennies le socle d'une culture entière, nourrie par la peur, le fantasme et le besoin d'explication. Après ça, les récits d'enlèvements extraterrestres explosent. Parmi les plus célèbres, celui de Betty et Barney Hill en 1961, dont je parle d'ailleurs dans la vidéo sur la mystérieuse disparition de Kenny Veach. Si vous n'avez pas vu la vidéo, foncez la voir, elle est vraiment géniale. Ce couple, a priori ordinaire, affirme avoir été enlevé par des êtres venus d'ailleurs. Leur histoire est médiatisée dans le monde entier et devient la matrice de tous les récits d'enlèvement qui suivront. On parle de lumière aveuglante, de perte de mémoire, d'examens médicaux et surtout d'entités humanoïdes, petites, au teint grisâtre, avec de grands yeux noirs. Une description qui correspond presque trait pour trait à celle de la créature filmée dans la vidéo d'autopsie en 1995. Une forme devenue si familière qu'elle envahit peu à peu le cinéma, la télévision, les comics et les jeux vidéo, comme si, à partir de Roswell, on leur avait donné un visage. Près de 70 ans après, la fascination ne faiblit pas et chaque décennie apporte son lot de nouveaux éléments. Des documents autrefois classifiés sont peu à peu rendus publics.
En 1995, à la demande du congressiste Stephen Schiff, une enquête est menée pour faire la lumière sur les événements de Roswell. Le rapport de la Cour des comptes des États-Unis révèle que de nombreux documents officiels de la base militaire ont été détruits et rendent ainsi toute vérification complète particulièrement difficile. Un rapport de l'US Air Force de 1997, intitulé « Le rapport de Roswell, cas fermé », aborde directement les témoignages évoquant des corps extraterrestres. Mais l'US Air Force se défend en expliquant que ces récits pourraient en réalité être liés à la récupération de mannequins anthropomorphiques utilisés lors de tests de chute à haute altitude dans les années 1950, et que la mémoire collective aurait confondu les dates et les faits. Des témoins, longtemps silencieux, finissent par parler, parfois sur leur lit de mort. Walter O, un officier de presse à la base de Roswell en 1947, est celui qui avait rédigé le tout premier communiqué évoquant la capture d'une soucoupe volante. Pendant des décennies, il est resté discret. Bon, ça, en même temps, s'il était menacé, il était un peu obligé. Mais en 2002, il signe une déclaration écrite à ne publier qu'après sa mort. Elle sera rendue publique en 2005. À l'intérieur, il confirme avoir vu de ses propres yeux les débris stockés dans un hangar de la base et 2 corps non humains allongés sous une bâche. Il précise aussi que tout avait été strictement encadré et que l'ordre de garder le silence, sous menace, était venu de sa hiérarchie. Glenn Dennis, un employé des pompes funèbres de la ville à l'époque, livre son témoignage dans les années 1990. Il se souvient d'un appel étrange émanant de la base militaire. On lui demande des cercueils hermétiques de très petite taille. Quelques jours plus tard, il se souvient qu'une infirmière de la base qu'il connaissait bien lui aurait confié avoir assisté à une autopsie menée sur des corps non humains. Et peu après, elle aurait disparu. Il n'en faut pas plus pour que des chercheurs, des passionnés, des journalistes creusent chaque détail de l'affaire, comme s'ils espéraient trouver la pièce manquante du puzzle. Et c'est ainsi qu'une autre hypothèse voit le jour. Et si Roswell n'avait jamais été qu'un leurre ? Une opération de diversion savamment orchestrée, montée en épingle pour concentrer l'attention, alimenter les spéculations et détourner les regards d'un projet bien plus secret. Un mythe, oui, mais un mythe façonné avec soin pour occuper les esprits pendant que loin de Roswell, dans un désert encore reculé, un autre lieu entrait en activité. Un lieu dont le simple nom suffit aujourd'hui à réveiller toutes les théories. Celui de la zone 51. Le problème, c'est que le crash d'un ovni avec des entités extraterrestres est fortement remis en cause par tout ce qui s'est passé après, par tout ce que les témoins ont raconté ultérieurement. À partir du moment où les documents déclassifiés ne renforcent pas cette hypothèse, on doit bien admettre que l'hypothèse extraterrestre ne tient pas, mais qu'il y a peut-être encore un secret inavouable à Roswell. L'affaire Roswell est l'un des récits les plus fascinants du XXe siècle. Face à l'emballement général, d'autres voix se font entendre et plusieurs enquêtes indépendantes s'attaquent à ce qu'elles considèrent comme une supercherie bien huilée. D'abord, il y a cette fameuse vidéo d'autopsie diffusée en 1995. Une partie du public y croit immédiatement et pourtant des experts en médecine et en cinématographie analysent la vidéo image par image. Ils y trouvent notamment des anomalies anatomiques. Les proportions du corps sont incohérentes avec ce qu'on attendrait d'un être vivant, même extraterrestre. Les gestes des opérateurs sont approximatifs et les techniques chirurgicales ne s'apparentent pas à celles de vrais professionnels de santé. Pire, certains instruments et outils utilisés ne ressemblent pas à ceux utilisés en 1947. En 2006, Ray Santilli lui-même craque. Il admet publiquement que la vidéo diffusée dans le monde entier n'était pas authentique. Selon lui, il existerait bel et bien une véritable autopsie extraterrestre, mais les images d'époque, trop abîmées, n'auraient pas pu être exploitées. Alors il aurait décidé de tout reconstruire, il aurait recréé le décor, la créature, les gestes des chirurgiens, et aurait mis en scène l'autopsie pour imiter la véritable vidéo. Sauf qu'il n'a jamais été capable de montrer la moindre trace du prétendu film original. Et malgré tout, l'autopsie reste dans les mémoires. Même après l'aveu de la supercherie, la vidéo est devenue une image emblématique qu'on connaît tous. En 2015, un autre événement relance l'affaire, cette fois grâce à la diffusion publique de 2 photographies connues sous le nom de diapositives de Roswell.
Il aurait fallu 5 ans de recherche pour tenter d'en confirmer l'authenticité. Et selon Jamie Maussan, journaliste mexicain spécialiste du phénomène OVNI, ces clichés fourniraient enfin des preuves irréfutables de l'existence d'êtres non humains. Ces clichés auraient été pris par un géologue nommé Bernard Ray entre 1947 et 1949 sur une pellicule du film original de l'autopsie. On y voit, selon les promoteurs de l'affaire, le corps momifié d'un petit humanoïde supposé retrouvé après le crash. Les photos auraient été découvertes par hasard dans un grenier à Sedona, en Arizona, dans une boîte contenant d'autres images d'époque. Richard Dolan, ufologue reconnu, en aurait validé l'authenticité, tout comme Edgar Mitchell, astronaute d'Apollo 14, venu sur place accompagné d'une équipe d'enquêteurs. Le 5 mai 2015, les clichés sont projetés devant 10 000 spectateurs à l'Auditorium national de Mexico lors d'un événement baptisé « Soyez témoins ». Là encore, les interprétations divergent. Pour les autorités, ces clichés ne montrent rien d'extraterrestre, même les plaques explicatives très floues des chercheurs seraient parvenues à la déchiffrer. Il s'agirait en réalité d'un enfant humain momifié, exposé dans un musée, identifié comme un jeune Amérindien retrouvé en 1996 à Montezuma Castle. Enfin, les documents du Majestic 12, eux aussi, ont été minutieusement analysés, et plusieurs éléments laissent penser qu'il s'agirait en réalité de faux élaborés. On y retrouve des formulations administratives anachroniques, inexistantes à l'époque, des erreurs typographiques, des incohérences dans les dates ou les titres officiels, et même des signatures falsifiées, notamment celle du président Truman. Mais surtout, aucun de ces documents ne provient d'une source officielle. Tous ont émergé de manière anonyme, sans aucune preuve de leur origine ou de leur authenticité. Mais pour une petite frange de passionnés, tous ces éléments ne font que réactiver la croyance, celle que Roswell cache encore quelque part des secrets bien réels. Et même ceux qui sont au sommet du pouvoir n'échappent pas à cette fascination. Lors de son passage dans The Late Late Show, Barack Obama a confié avec humour qu'à son arrivée à la Maison-Blanche, il aurait demandé s'il existait un labo secret où étaient stockés des vaisseaux extraterrestres. Plus sérieusement, il a aussi reconnu l'existence de vidéos d'objets non identifiés dans le ciel, dont la trajectoire et les mouvements défient les explications rationnelles. Et aujourd'hui encore, le Pentagone, comme le Sénat, admettent qu'il se passe quelque chose d'inexplicable. Si vous avez aimé cette vidéo et que les histoires d'extraterrestres vous plaisent, allez voir ma vidéo sur les secrets de la zone 51.